Ella yo digo a coque, mucun. 99% de foi, 1% de chance. Juventus le russe. 13h à Cotonou, 12h en temps universel. Bonjour à tous, le 13h s'annonce sur Radio Afrique Santé, place donc au titre de cette édition. L'épilepsie est une maladie non contagieuse, contrairement au dire de la société. On en parle dans la page santé de cette édition. Et puis toujours en santé, on fera un zoom sur le cancer de la peau. Est-il une source de bénédiction? Les citoyens se prononcent sur la dite préoccupation à retrouver dans le registre société. Et puis le sport mettra donc un terme à ce rendez-vous de l'information. On parle des grandes rencontres de la soirée. Ce sera tout pour le menu de ce 13h. À nouveau bonjour et bienvenue à tous. La nouvelle est tombée dans la journée du mardi 26 novembre 2024. L'ancien secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, Noël Chadaré, est officiellement membre du parti Union progressiste Le Renouveau. Cette adhésion a suscité plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux. Bon nombre de Béninois ne comprennent pas qu'en moins de 7 mois, le syndicaliste qui a marché aux côtés des travailleurs contre la vie chère et qui a été au devant des négociations syndicales se retrouve du jour au lendemain du côté du pouvoir alors que rien n'a bougé dans les conditions de vie des travailleurs. Mais pour Noël Chadaré, ce changement de casquette n'a rien de paradoxal. Pour lui, son adhésion à l'UP Le Renouveau est une suite logique du combat syndical qu'il a mené jusque-là. Je cite, « Il n'y a rien de paradoxal. Il y a seulement que je vais là-bas pour continuer ce que je faisais », confie-t-il dans un entretien accordé à Le Matinal. L'ancien syndicaliste affirme qu'il n'est pas le premier syndicaliste à franchir ce cap. Selon lui, il y a eu dans l'histoire d'illustres prédécesseurs qui ont critiqué et dénoncé, mais qui ont assumé des responsabilités politiques quand ils ont fini leur mandat syndical. Et puis, voyons à présent le reste de l'actualité au Bénin. C'est avec Romaric Topé. Au Bénin, l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, joue un rôle clé dans la délivrance, le renouvellement et la correction des actes d'état civil. Résolument tournée vers le numérique, l'ANIP s'efforce de se moderniser en permanence afin de répondre aux besoins des citoyens. Toutefois, certains dysfonctionnements ont alimenté des critiques, notamment au sujet de certaines failles dans le système, ce qui a suscité des mécontentements parmi la population. Cette problématique a été au centre du débat lors de l'émission de décryptage sociopolitique de Vos Anneaux, diffusée le dimanche 24 novembre 2024 sur PIS FM. L'invité de l'émission a souligné que comme les autres institutions créées sous le régime actuel, l'ANIP fonctionne bien et s'efforce de fournir des services de qualité aux citoyens béninois. Toujours au Bénin et pour finir, les députés de la 9e mandature ont voulu savoir exactement l'impact financier du tourisme sur l'économie béninoise, notamment sur son produit intérieur brut. Un questionnaire a été à cet effet adressé au gouvernement afin qu'il puisse faire le point de l'activité économique du tourisme sur les recettes publiques. Simple question des parlementaires à cet effet. Quelles sont les statistiques des recettes du tourisme? Difficile réponse de Jean-Michel Abimbola. Pendant longtemps, les statistiques liées au tourisme n'ont pu être suffisamment appréhendées du fait de l'inexistence d'outils appropriés. Cependant, depuis peu, avec l'appui de l'Organisation mondiale du tourisme, le Bénin a entrepris un vaste chantier de mise en place à titre expérimental du compte satellite du tourisme. Le Bénin n'arrive donc pas à produire lui-même des chiffres de ses recettes publiques liées à l'activité touristique. En 8 ans de gouvernance de la rupture, le Bénin n'a donc pas pu produire des données statistiques de son tourisme. Il a donc été contraint au service de l'Organisation mondiale du tourisme afin de pouvoir avoir quelques brides d'informations de 2019, raconte Jean-Michel Abimbola.
Parlons santé à présent, je l'annonçais en début d'édition, l'épilepsie, aussi appelée mal comiciale, est une maladie neurologique chronique qui touche plus de 50 millions de personnes à travers le monde. Et qu'est-ce que l'épilepsie? Est-ce mal contagieux? Voici entre autres les questions auxquelles répond le neurologue Dr Adjien Constant, professeur titulaire des universités. Il est au micro de Ola Grassadji. L'épilepsie, c'est une perturbation de l'activité du cerveau, une perturbation transitoire, très brève de l'activité du cerveau. Ça se passe exactement comme un court-circuit qui arrive et qui prend feu, tout le cerveau prend feu. Pour comprendre mieux, je vous dis que le cerveau est constitué de cellules spéciales qu'on appelle neurones. Ces cellules-là n'émettent que du courant au fait. Vous voyez, quand le courant sur le chemin est blessé et qu'on reconnecte, ça peut créer des masses là. Donc cela veut dire que quelqu'un qui a eu blessure, un traumatisme crânien, qui ne porte pas casque, un exemple, qui reste en coin, qui se réveille, après peut faire des crises. Mais en d'autres circonstances, d'autres perturbations, d'autres choses peuvent arriver pour perturber le travail de la production électrique du cerveau et ça prend feu et tout le cerveau décharge. Et quelles peuvent être les causes de l'épilepsie? Les causes sont nombreuses. Il y a des causes qu'on qualifie de structurelles. Par exemple, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait un abcès du cerveau, quelqu'un qui n'a pas porté le casque et qui va faire un traumatisme, une tumeur dans le cerveau, même un AVC qui saigne dans le cerveau peut causer ça. Il y a, je dirais, des causes géniques. Dites-nous, docteur, comment se manifeste ce mal? Et il y a la grande crise généralisée tonico-clonique qui fait preuve d'un théâtralisme que la population générale connaît, où les gens tombent et crient, oh, et qui tombent et qui vont être durs comme ça. La crise en général ne dure pas plus que 2 ou 3 minutes. Et les 2 ou 3 minutes apparaissent 15, 20, 30 minutes pour beaucoup de gens. Quand la crise est finie maintenant, la personne est fatiguée parce qu'il fait le travail de 2 ou 3 jours en 2 minutes. Il n'a plus de force même pour soulever son bras. Il ne sait même pas là où il est. Et c'est petit à petit qu'il se retrouve. Il y a une autre crise, toujours généralisée, mais écologique, qu'on appelle les absences. Tel que je vous parle là, vous me dites par exemple de compter jusqu'à 100 par exemple. Je commence par compter 1, 2, 3, 4 et puis je m'arrête à 60 et je m'arrête et je vous regarde. Je peux faire des mouvements comme si je pense et puis je reprends 61, 62, 63. En l'espace de 20 secondes, 40, j'ai déjà fait une crise comme ça et personne n'est au courant. Souvent les enfants souffrent de ça, surtout les filles, surtout lors des dictées, c'est les enseignants, les instituteurs qui remarquent ça. Parce que lors des dictées, les enfants là sautent une phrase entière. En dehors des crises généralisées, on peut avoir des crises focales, c'est-à-dire des crises qui peuvent toucher seulement la main ou bien la face. Donc c'est pour ça que je dis, tout le corps est représenté dans le cerveau. Et c'est la fonction supportée par cette zone-là qui va être perturbée, soit en excès ou en déficit. Un épileptique, au moment de fonder une famille, doit-il craindre de transmettre la maladie à sa progéniture? Ce n'est pas héréditaire, mais il y a une part d'hérédité, ça fait à peine 10%. Ce n'est pas parce que votre papa est épileptique que vous serez épileptique. Il n'est pas dit comme ça. Beaucoup en Afrique pensent que l'épilepsie est une maladie contagieuse. Est-ce le cas? L'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse. Ce n'est même pas une maladie mentale, c'est une maladie neurologique. Il n'y a pas de germe d'épilepsie dans la salive ou dans le sang de quelqu'un. Quels sont les gestes qui peuvent sauver une personne en pleine crise d'épilepsie? C'est une bonne question. Parce qu'en général, qu'est-ce que les gens font? Lors d'une crise d'épilepsie, les gens veulent se jeter sur la personne pour dire va avaler sa langue. On met la main, les doigts dans la bouche. Il va vous mordre. On ne fait jamais ça. Pendant la crise, vous n'avez rien à faire que de l'aider à faire bien sa crise. C'est-à-dire, première chose, s'il porte des lunettes, enlevez les lunettes vite. Deuxième chose, il porte des habits serrés, cravate, desserrez la cravate. Tout autour de la personne, vous dégagez tout autour de lui. Parce que les mouvements ne sont pas contrôlés par lui. C'est venu depuis le cerveau. Et vous essayez de le mettre en position latérale de sécurité. Parce que quand la grande qui va passer, il aura une face tétoreuse ou bien il va baver. Tout ça ne rentre pas dans ses poumons. Toujours santé, parlons d'une autre pathologie à présent, plaque rouge rugueuse ou écailleuse dans la bordure irrégulière, masse surélevée dans le centre est renforcée et qui ressemble à une verrou, lésion qui est écroutée et qui saigne facilement. Ce sont là les premiers signes d'un cancer de la peau. De quoi s'agit-il réellement? La dermatologue Catherine nous l'explique.
Il n'y a pas qu'un cancer de la peau. Le cancer de la peau le plus dangereux, c'est le mélanome. Le mélanome se développe à partir des cellules mélaniques, donc des cellules qui fabriquent la mélanine, la couleur noire. C'est donc un cancer qui peut atteindre aussi d'autres cellules dans l'organisme, des cellules qui contiennent aussi du noir, dans le cerveau, dans la rétine par exemple. Puis ça peut donner d'autres métastases encore. Le mélanome est un des cancers les plus graves et encore les plus meurtriers, et il touche les gens jeunes, en général aux alentours de 20 à 30 ans. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux, et c'est la raison pour laquelle on demande aux gens de faire surveiller au moins une fois par an tous leurs grains de beauté, puisque dans les grains de beauté, il y a des cellules contenant de la mélanine, en grand nombre, puisque c'est leur groupement qui fait cette couleur noire du grain de beauté, et le grain de beauté peut devenir cancéreux, et dans ce cas-là, c'est un mélanome. Ça, c'est la première chose. Les mélanomes sont un petit peu dépendants du soleil, mais c'est surtout la défense immunitaire qui diminue lorsqu'on met la peau au soleil. Ce n'est pas une action directe du soleil sur la peau qui crée le mélanome. C'est beaucoup plus certainement génétique là aussi, et puis d'autres facteurs qu'on ne connaît pas encore bien. Pour les autres cancers de la peau, qui s'appellent des carcinomes, les carcinomes apparaissent eux lorsque la peau a été exposée aux rayons ultraviolets pendant des années. Donc ils apparaissent plus par le vieillissement. Mais aussi, ce vieillissement par les rayons ultraviolets est un vieillissement qui est dépendant de la dose qu'on aura absorbée. Donc si on est par exemple né dans des zones où effectivement il y a beaucoup d'ultraviolets et fort, on va avoir une peau qui sera plus vieille au même âge que celle de quelqu'un qui sera né au Danemark par exemple, vous voyez. Les carcinomes se traduisent par des espèces de croûtes sur la peau, comme si vous aviez une croûte qui ne guérit pas. Et ils atteignent plutôt les gens après la cinquantaine, en principe. En tout cas, quand on a une lésion sur la peau qui ne fait pas mal, qui ne démange pas, qui fait comme une croûte mais qui ne guérit pas au bout de 1 mois maximum, il faut consulter un dermatologue. Ça peut être un carcinome. 13h12, parlons société donc à présent. Donner naissance à un enfant est le rêve de bon nombre de personnes aujourd'hui, mais parfois l'on entend dire que les enfants sont des charges et qu'il faut avoir les moyens avant d'y penser. Ce faisant, les enfants sont-ils toujours considérés comme des bénédictions ou comme des charges? En dépit des difficultés, les Béninois rencontrés gardent toujours à l'esprit que ces derniers sont des êtres innocents. Ils sont au micro de Radio Afrique Santé. C'est une bénédiction parce que ça ramène de la joie dans une maison. Un enfant, c'est tout ce qu'il y a de plus beau. Ça permet de se sentir revivre, de voir de petites versions de soi et ça apporte beaucoup de paix dans un foyer. L'enfant est une bénédiction. Je ne vois pas cette famille-là aujourd'hui qui dit qu'elle n'a pas envie d'avoir un enfant. Les enfants sont des bénédictions. Nous sommes encore des chars, mais avoir un enfant, c'est une bénédiction pour toute famille. C'est de toutes les façons, chaque acteur d'un couple travaille pour assurer l'avenir de l'enfant. Si c'est impossible d'avoir un enfant, il y a aujourd'hui des moyens pour adopter un enfant et ainsi de suite. Tout d'abord, l'enfant vient de Dieu. Donc, c'est déjà une bénédiction. La preuve même, c'est que cherche l'enfant et ne trouve pas. Donc, c'est quelque chose de sacré déjà. Et lorsque tu as un enfant, dis-toi que tu as une bénédiction. Ceux qui disent souvent que l'enfant n'est pas une bénédiction, ça dépend plutôt de la manière dont ils ont eu cet enfant. À cause de cette manière-là, qui dit souvent que l'enfant n'est pas une bénédiction pour eux. Voilà, parce que moi, je trouve déjà que ça n'a aucun sens lorsque quelqu'un dit que l'enfant n'est pas une bénédiction. Et puis, toujours société, on parle à présent de la beauté féminine. Le maquillage étant l'utilisation de produits cosmétiques pour l'embellissement du visage est une pratique que l'on retrouve particulièrement chez les femmes. Pour diverses raisons, ces dernières optent pour ce chemin qui fait ressortir la beauté féminine. Mais dans tout ce lot se retrouvent également celles qui ne supportent pas le maquillage. Ceux qui, par contre, ont un goût partagé, ce sont les hommes qui pensent que le maquillage peut être utilisé, mais avec modération, à l'exception d'un seul citoyen. Entre une femme qui adore le maquillage et une femme qui ne l'apprécie pas, laquelle préfériez-vous? Suivons plutôt.
Je pense que la femme, qu'elle soit sans maquillage ou maquillée, est toujours belle et attirante. Maintenant, le choix est relatif. En tant qu'homme, je pense que la femme a le droit de faire ce qui pourrait lui faire plaisir. Moi, je n'ai pas forcément de préférence. Je pense que le maquillage apporte un plus à la beauté de la femme en fait. C'est vrai qu'il y a certaines femmes qui se maquillent et puis elles sont méconnaissables. C'est dans cette même logique qu'il y a des femmes qui se maquillent. Elles sont très belles, elles sont très attirantes. Moi, je préfère les deux. Je n'ai pas forcément de préférence du moment que c'est beau à voir, du moment que c'est acceptable, c'est abordable, du moment que le maquillage n'est pas extravagant. Moi, je pense que ça peut aller. J'aime le maquillage. J'aime des maquillages simples. Mais dès que cela devient un abus, on se maquille d'une manière extravagante. Là, j'aime pas. Une femme maquillée ou non maquillée, l'essentiel en fait, c'est qu'elle garde sa beauté. C'est un choix très difficile pour moi, même si j'ai beaucoup plus un penchant pour les femmes sans maquillage qui gardent leur beauté naturelle. Je préfère les femmes qui ne se maquillent pas parce que déjà, je sais à quoi elles ressemblent et je sais que je ne vais pas méconnaître cette personne plus tard. Vous avez des gens, les femmes elles se maquillent, mais après le démaquillage, vous vous demandez si c'est les mêmes personnes. Et en fait, une femme qui ne se maquille pas, elle évite tout ce qui est produits toxiques, chimiques qui sont appliqués dans le visage. Et ça préserve encore sa santé à elle. D'un sujet à un autre, la religion a le don de s'immiscer dans les relations, surtout quand il s'agit de couples au sein desquels le rapport au sacré diffère ou que la confession religieuse diffère. Mais la religion peut-elle vraiment déterminer l'issue d'une relation amoureuse? Ola Grâce à Dieu nous apporte ici les avis recueillis dans les rues de Cotonou. Moi, je suis pas d'accord pour les couples où il y a des religions différentes. La religion est importante pour se mettre en couple. Ça, c'est pour moi. D'autres peuvent dire que, ouais, après tout, nous sommes les mêmes. Moi, je suis strict sur ça, quoi. Genre, je suis chrétien, elle est chrétienne, puis ça peut aller. Je suis évangélique, elle est catholique. Bon, c'est à revoir, mais ça peut aller quand même, avec hésitation. Mais je suis chrétienne et musulmane, c'est compliqué. C'est parce que c'est difficile de s'entendre. Parce que ce que toi tu as reçu comme éducation de ta religion, c'est pas la même chose que l'autre a reçu. Et les doctrines sont très différentes. Non. Avant même d'apprendre, de commencer, de me mettre avec la personne, apprendre à la connaître et après décider si je vais m'engager avec lui, il faut d'abord que je sois sûre. Donc oui, bien sûr, la religion détermine l'issue d'une relation. Et pour moi, je ne parle même pas de relation tant que la personne n'est pas vraiment de ma confession religieuse. C'est vrai, il peut y arriver que la personne, on peut commencer et après la personne va décider de me suivre, de venir vers Christ. Ce n'est pas impossible, mais c'est rare. C'est des trucs que je prends en compte. Est-ce que la religion doit déterminer l'issue d'une relation? Je suis d'avis que c'est un grand oui parce que ce n'est pas juste une question on n'est pas de la même obédience religieuse et un peu de tout ça. C'est une question de valeurs. Quand tu vas, par exemple, chez nos frères qui sont musulmans, les valeurs ne sont pas les mêmes que les valeurs de ceux qui sont chrétiens. Il y a un certain nombre de choses. Si vous aspirez à vivre ensemble, passer le reste de vos jours ensemble, il faudrait quand même il y ait une certaine correspondance, il y ait une certaine compatibilité entre les valeurs que vous partagez. Si la femme dit non, moi je suis pour la monogamie, qu'elle est chrétienne par exemple, et que l'homme dit moi je suis musulman. Chez moi, on m'a dit que j'ai le droit de prendre autant de femmes que je veux. Ce n'est pas quand vous serez dans le mariage que vous allez parler de ce genre de choses, au fait. Il faut déjà déterminer cela avant, c'est pendant que vous êtes amis. Avant même de dire, de se lancer dans une relation. Et il y a l'éducation des enfants aussi, tu vois. Il y a l'éducation des enfants qui est déterminant. Les enfants risquent d'être désorientés sur le plan religion. Qu'est-ce que vous voulez que l'enfant retienne? À mon avis, je ne pense pas que la religion ait un impact assez significatif de nos jours sur les relations amoureuses, parce qu'il y a tellement de métissage entre les cultures, entre les ethnies et tout. Donc, pour moi, la religion n'a pas vraiment un impact sur l'issue d'une relation amoureuse. Et quand je prends un peu du point de vue catholique, j'ai remarqué que la plupart des chrétiens catholiques, en particulier, ont un peu l'esprit ouvert par rapport à ce genre de choses-là. Tu peux voir un chrétien catholique se marier et aux musulmans ou bien à autre religion. Mais par contre, ce que j'ai aussi remarqué, c'est que les autres religions sont un peu fermées, en fait, sur cet aspect-là. Et quand je pense surtout les musulmans, en fait, il faudrait qu'on amène les parents ou bien les détenteurs de la culture ou bien de la religion à comprendre cet aspect-là, et afin d'éviter de bloquer ou bien de gâcher la vie de leurs enfants, en fait. 13h20 à présent, des nouvelles hors de nos frontières, et c'est avec Ola Grâce à Dieu.
Après avoir régné en maître sur le paysage politique pendant plus de 30 ans, le parti au pouvoir en Namibie, la SWAPO, est menacé par l'arrivée d'une nouvelle génération d'électeurs plus sensibles aux problèmes économiques qu'à l'héritage de la lutte de libération du pays. Au pouvoir depuis l'indépendance de la Namibie en 1990, l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain, connue sous l'acronyme anglais SWAPO, sera-t-elle le prochain parti à faire les frais du vent de dégagisme qui souffle sur l'Afrique australe? C'est la question qui plane sur les élections présidentielles et législatives prévues ce mercredi 27 novembre. Quelle que soit son issue, le scrutin s'annonce historique. Si elle est élue, la candidate de la SWAPO, Netumbo Nandi Ndaitwah, deviendra la première femme présidente du pays, marchant ainsi dans les pas d'Ellen Johnson Sirleaf, devenue la première femme présidente sur le continent africain après avoir remporté les élections au Libéria en 2004, souligne l'agence de presse américaine Associated Press. Direction Haïti. En mars dernier, les gangs avaient réussi à obtenir la démission du premier ministre Ariel Henry en Haïti. Coïncidence, les nouvelles attaques ont été lancées le 11 novembre, le jour même de l'entrée en fonction d'un nouveau premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé. Au moment où il promettait dans son discours de rétablir la sécurité, les gangs attaquaient de nouveau Solino, un vaste quartier du centre-ville de Port-au-Prince qui est tombé entre leurs mains quelques jours après. Cela faisait des mois qu'ils tentaient de s'emparer de cette zone stratégique qui leur permet, entre autres, de connecter le centre-ville avec d'autres quartiers qu'ils contrôlent déjà. Les habitants de Solino ont dû s'enfuir, tout comme ceux des quartiers voisins qui craignaient d'être les prochaines cibles. En une semaine, selon l'ONU, 20 000 personnes ont fui et au moins 150 ont été tuées. La force multinationale dirigée par le Kenya et sous mandat de l'ONU a commencé à être déployée, mais le problème est que, pour le moment, sur les 2500 hommes promis, elle ne compte que 400 policiers. Les États-Unis voudrait qu'elle soit transformée en force des Nations Unies pour faciliter entre autres son financement et l'envoi d'hommes par d'autres pays. Bon nombre de membres du Conseil de sécurité semblent ouverts à cette idée, mais la Chine et la Russie, qui ont un droit de veto, sont réticentes. Et les discussions continuent, la violence aussi. Terminons par le Liban. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur ce mercredi à 4 heures du matin sans qu'aucune violation ne soit signalée dans les heures suivant son application. L'accord négocié sous l'égide des États-Unis stipule le retrait des forces israéliennes du Liban sur une période de 60 jours avec une prise en charge du sud du pays par l'armée libanaise pour empêcher toute reconstitution des forces du Hezbollah. Cette décision marque une étape vers la fin de 14 mois de combats liés au conflit en cours dans la bande de Gaza. Cependant, elle ne traite pas directement la guerre dévastatrice dans cette région. Néanmoins, une cessation des hostilités au Liban pourrait diminuer le risque d'un conflit plus large entre Israël et l'Iran qui soutient le Hezbollah et le Hamas tout en échangeant des armes avec ces groupes. Malgré cela, l'accord fait face à une opposition en Israël, comme en témoigne la manifestation de dizaines de militants de droite à Tel Aviv mardi soir pour protester contre ce cessez-le-feu. 13h23, c'est donc le moment pour parler de l'actualité sportive. Ce mercredi, la 5e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions s'achève. Au programme, plusieurs rencontres permettent de faire vibrer les supporters avec le duel tant attendu qui est entre le Liverpool et Real Madrid. Liverpool accueillera le Real Madrid à 21h GMT+1 pour une rencontre aux allures de revanche. Les Reds sont encore en mémoire la défaite en finale de l'édition 2022 face aux Madrilènes et cette confrontation est une occasion pour tenter de réécrire l'histoire. Liverpool est sans doute la meilleure équipe de ce début de saison en Europe. Avec des joueurs comme Mohamed Salah et Virgil Dan, les Anglais espèrent s'appuyer sur l'ambiance survoltée pour prendre l'avantage. De leur côté, les hommes de Carlo Ancelotti arrivent avec la sérénité d'une équipe habituée au grand rendez-vous. Mais le dernier mauvais résultat en Ligue des Champions doit peser lourd dans la tête des joueurs. En l'absence de Vinicius Junior blessé et forfait pour ce match, Kylian Mbappé devra prendre ses responsabilités. Dans les autres rencontres, le duel entre Aston Villa et Juventus en Angleterre sera intéressant à suivre. L'AS Monaco et Lille, auteurs d'une campagne surprenante jusqu'ici, affronteront respectivement Benfica et Bologne.
Et c'est donc ici que se referme ce 13h sur Radio Afrique Santé, mise en onde de Francis Ibikunle à la présentation. Je suis Mathilde Animon. Merci de nous avoir suivis. Bel après-midi à tous. La meilleure radio, c'est celle que vous écoutez. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Asuji nkawagba mebwantadia. Oh. Mwesi sasa. Bokbadan. Dan. Bobifa. Dam bujudo. Eukene.